Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau qui fait souvent un peu peur quand on commence à coder, la programmation orientée objet, ou la fameuse POO pour les intimes. Mais honnêtement, pas de panique. On oublie le jargon universitaire indigeste, on va plutôt utiliser un modèle mental ultra concret de la vie de tous les jours pour rendre tout ça complètement limpide. C'est en fait fascinant, vous allez voir. Au programme de ce décryptage, on va y aller étape par étape. On commence par le concept global de la POO, ensuite on fera la différence entre les objets et les classes, puis on verra comment tout ça prend vie avec les constructeurs, on découvrira la magie absolue de l'héritage et on finira par remonter l'arbre généalogique avec la notion d'instance of. Alors, grand 1, le concept de la POO, un paradigme vraiment universel. Pour commencer, il faut bien réaliser que ce paradigme, il est partout. Que vous codiez en Java, en Python, en PHP ou en JavaScript, la philosophie de fond, c'est exactement la même. La règle d'or, elle est toute simple. Au final, tout ce que l'on va faire, c'est manipuler des objets. En gros, au lieu de voir le code comme une simple liste de tâches fastidieuses, imaginez plutôt un petit monde virtuel. Dans ce monde, vous demandez simplement à un objet A de parler ou d'interagir avec un objet B. C'est littéralement ça. Des petites entités qui papotent et collaborent en permanence. Ce qui nous amène au point numéro 2. Objet et classe, avec une métaphore qui marche à tous les coups, celle du véhicule. Si on ouvre un manuel classique, on va vous dire qu'un objet, c'est, je cite, un ensemble d'attributs et de méthodes stockés dans une variable. Bon, c'est techniquement vrai, mais avouons-le, c'est un peu sec. Prenons plutôt l'exemple d'une voiture, c'est beaucoup plus parlant. Il y a une distinction fondamentale à bien comprendre ici. D'un côté, on a la classe. Ça, c'est le plan de l'architecte. C'est totalement abstrait, c'est sur le papier. Ça dit juste une voiture possède une marque et peut démarrer. Et de l'autre côté, on a l'objet, ce qu'on appelle l'instance. Et là, on parle de la vraie Ferrari F488, la machine physique, celle qu'on a construite à partir de ce plan et qu'on peut vraiment toucher et conduire. Donc pour résumer simplement, la classe, c'est le plan, l'objet, c'est la réalité. Troisième partie, créer avec les constructeurs, ou comment on fabrique concrètement cette fameuse machine. Parce que bon, c'est bien beau d'avoir un plan de construction hyper détaillé, mais comment on fait pour passer de la théorie à la pratique dans notre code ? Comment on dit à l'ordinateur de nous fabriquer cet objet précis ? Eh bien, c'est là qu'interviennent les constructeurs, via un processus d'instanciation en 3 petites étapes. D'abord, on utilise le petit mot magique « new ». Ça prévient la machine qu'on veut créer quelque chose de nouveau. Ensuite, on appelle le constructeur. C'est une sorte de méthode super puissante dont le seul et unique but, c'est de fabriquer l'objet. Et enfin, on lui donne nos exigences, nos petits arguments. On lui dit par exemple « Je veux que le nom de ce modèle, ce soit F488 et que la marque, ce soit Ferrari ». Et bim, l'usine se met en marche. Et une fois que le constructeur a fait son job, on se retrouve avec notre variable qui pointe vers cette Ferrari flambant neuve. C'est là qu'on peut commencer à s'amuser. En utilisant une commande comme maferrari.avancer, on fait appel à ce qu'on appelle une méthode. Pour faire simple, utiliser une méthode en code, c'est l'équivalent direct de s'asseoir dans le siège conducteur et d'écraser physiquement la pédale d'accélérateur. L'objet prend vie. Partie 4. Le pouvoir de l'héritage, la solution ultime contre la répétition. Dans la vraie vie, les applications, ça grossit vite. Imaginons qu'on ajoute une moto à notre petit monde virtuel. Une moto, ça ressemble quand même pas mal à une voiture. Ça avance, ça freine, ça a une marque. Bref, on a facilement 90% de code en commun. Mais attention, la moto a aussi ses propres spécificités, comme avoir une béquille à la place d'un airbag. Le cauchemar absolu, ce serait de coder chaque véhicule de manière totalement isolée. Imaginez un peu la galère si vous aviez 150 types de véhicules différents dans votre projet. S'il fallait changer le fonctionnement d'une roue, il faudrait repasser manuellement sur les 150 fichiers. C'est juste impensable, c'est totalement inefficace et c'est la porte ouverte à toutes les erreurs. Et c'est là qu'intervient une idée de génie qui illustre brillamment la solution architecturale à ce problème, l'héritage. C'est le mécanisme qui sauve la vie. L'idée, c'est de créer une classe parente, une sorte de classe mère qu'on va appeler tout simplement véhicule, et on va y ranger tout le code qui est partagé. Du coup, notre voiture et notre moto deviennent des classes filles. Elles vont littéralement hériter de façon automatique de toutes les caractéristiques du parent, d'un seul coup, sans qu'on ait jamais besoin de réécrire la moindre ligne de code. Et la vraie magie de la factorisation, elle est là. Maintenant, si on veut modifier un comportement commun, on met simplement à jour la classe mère véhicule et cette petite modification va se répercuter en cascade instantanément et automatiquement sur la voiture, la moto, le camion, bref sur tous les enfants. C'est ce qui permet d'avoir une organisation du code super propre, hyper logique et vraiment facile à maintenir sur le long terme. Et enfin, 5e et dernière partie, l'arbre généalogique et la notion d'instance of. Alors, on a bâti cette belle architecture logique, mais comment on fait pour tester tout ça et vérifier que notre code a bien compris les liens de parenté ? C'est exactement le rôle de la fonction instanceOf. Voyez ça comme un test ADN de la programmation. On pose au code des questions fermées sur son arbre généalogique.
Faisons le test ensemble. Si l'on pose cette question socratique à notre programme, dis-moi, est-ce que l'objet ma voiture est une instance de véhicule? À votre avis, vu ce qu'on vient de voir, que va répondre l'ordinateur? Vrai, évidemment. La réponse est vraie, tout simplement parce que notre classe voiture, elle étend directement la classe véhicule. De ce fait, notre Ferrari porte de manière intrinsèque l'ADN complet d'un véhicule. Le test de paternité est validé. Poussons un peu le raisonnement pour voir où s'arrêtent ces règles de parenté. Si l'on pose la question suivante, est-ce que ma voiture est une moto? Là, on est d'accord, la réponse est un grand faux. Il faut être hyper précis. Oui, la voiture et la moto ont toutes les deux le même parent, véhicule, mais une voiture ne sera jamais une moto. Dans notre arbre généalogique virtuel, on peut dire que ce sont des frères et sœurs, mais ça reste des instances de modèles complètement différents, possédant chacune leurs petits trucs exclusifs, genre l'airbag pour l'un et la béquille pour l'autre. Et si on prend un peu de recul pour regarder la vue d'ensemble, c'est d'une logique implacable. Remontons le fil de cette généalogie. Tout en bas de l'échelle, on a notre instance physique, la fameuse Ferrari. Elle est issue de la classe fille, voiture. Cette même voiture vient de la classe mère, véhicule. Et écoutez bien ça, si on s'amuse à grimper les branches de l'arbre encore et encore, tout en haut de la pyramide, on finira toujours par croiser le boss final, le roi absolu. Une classe racine qui s'appelle sobrement Object. Dans ce paradigme, absolument tout finit par hériter de cet ancêtre commun. C'est la base de tout. Vous l'aurez compris, la programmation orientée objet, loin d'être un vieux concept théorique nébuleux, c'est carrément une méthode incroyablement structurée pour recréer la logique du monde réel directement dans nos lignes de code. Maintenant qu'on a bien en tête ce modèle mental, qu'on fait parfaitement la différence entre un plan de construction abstrait et sa réalisation matérielle, il ne tient qu'à nous d'appliquer cette clarté à nos propres projets. Une question finale s'impose donc naturellement. Maintenant que l'on possède les plans de construction universels, quel monde allez-vous décider de bâtir? Merci 1000 fois d'avoir suivi ce décryptage avec moi et on se retrouve très vite pour explorer ensemble de nouveaux concepts.